Merci de votre fidélité à la chaîne Patrick Lokala TV. Vous êtes nombreux à nous suivre, partager, liker, commenter nos vidéos. C'est le seul moyen pour vous de nous soutenir. Aujourd'hui, nous y revenons encore une fois sur la crise du carburant en République démocratique du Congo. La situation ne fait qu'empirer. Si vous faites le tour de stations-service à la pompe, il y a de lignes et de lignes pour se procurer juste quelques litres de carburant. La situation est devenue tellement compliquée que les commentaires fusent de partout. Hier, j'ai suivi pour vous le ministre de l'économie, le ministre intérimaire de l'économie, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est revenu pour rassurer la population sur des solutions que le gouvernement est en train de mettre en place pour maîtriser cette crise des carburants en République démocratique du Congo. Mais il y a des révélations qui tombent chaque jour sur cette affaire. Nous allons y revenir avec notre invité. Nous avons déjà annoncé le nom au niveau du titre de l'émission. Il s'agit de l'honorable Mike Mukebai. C'est avec lui que nous allons en parler, cette situation de crise du carburant en RDC. Il a mené des enquêtes et il a découvert des choses qui ne marchaient pas vraiment dans ces secteurs. Nous allons aborder la question avec lui. Élection en République démocratique du Congo. La date, c'est pour 2023. Mais est-ce que ces élections seront tenues telles que voulues par la loi fondamentale? C'est la grande question que l'on se pose. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a rassuré pour sa part qu'il n'a pas de dette. Il a tout liquidé par rapport à la demande de la Commission électorale nationale indépendante. Mais est-ce que cette commission rassure-t-elle au niveau de sa crédibilité, au niveau de sa composition? C'est dans cet ordre que le père des églises de réveil du Congo sont allés voir le parti de Joseph Kabila, le PPRD, pour discuter autour du processus électoral. Mais quant au PPRD, le PPRD tient sur ses propres positions. Il faut revoir la composition du bureau de la CENI. Ils l'ont appelé un bureau consensuel, doit être mis en place pour assurer les différents partenaires, mais aussi la recomposition de la Cour constitutionnelle conformément à la loi en vigueur en RDC. Martin Fayoulou est revenu sur cette affaire polémique de 21 000 $ américains. Nicolas Kazadi a aussi, au cours de son interview, rassuré que les députés ne touchent que 7 000 $ américains. On va parler de à peu près 16 millions de francs congolais, mais la polémique ne fait que continuer. Budget 2023, d'après les prévisions, on irait jusqu'à 14 milliards de dollars américains. Est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo sera à mesure de rendre effectif ce budget? Qu'en est-il du budget précédent? Est-ce que le collectif budgétaire sera mis en place pour la loi rectificative? Nicolas Kazadi a rassuré, mais quid du taux d'exécution du budget 2022? C'est la grande question que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Et puis voilà, les partis politiques sont dans des tournées. Adolphe Muzito est allé au niveau du Gambambundu. Il serait maintenant vers la Grande Orientale. Vital Kamerhe a entamé ce jour, c'est 12 septembre 2022, sa tournée appelée Tournée à Mani dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est arrivé à Goma, il sera au niveau du Maniema et puis il va revenir à Kinshasa pour continuer d'autres étapes de sa vie, de sa tournée, et après il ouvrira ce qu'il appelle les consultations. Voilà le menu de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons échanger au bout d'une heure avec notre invité honorable Mike Mukebai Nkosso, qui n'est plus à présenter. Il est député provincial de la circonscription de Lingwala. Il siège au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa-Lapeka. Honorable Mike Mukebai, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Lokala. Merci d'accepter de nous accorder cette interview. Honorable Mike Mukebai, déjà comment va Lingwala? Bon, Lingwala va autant mal que la capitale de la République démocratique du Congo, de même que le pays lui-même. Toujours proche de vos électeurs? Moi, je ne vais pas me vanter d'être proche d'eux, mais je vis là, je vis avec eux, je suis avec eux. Chez moi, il n'y a pas de protocole, quand ils arrivent, ils frappent, ils entrent. Je discute avec eux, je suis accessible. Hier, j'ai passé, je crois, plus de 2 heures d'échange dans la soirée. Un peu plus loin, à Lingwala, là-bas, avec des citoyens ordinaires. On a échangé
autour de questions brûlantes, d'actualité. On a 2-3 heures avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent de la gestion de la ville? La gestion de la ville, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Vous voyez bien ce que cette ville, dans quel état se trouve la ville. La ville sent mauvais, la ville n'est pas propre, les routes urbaines, donc provinciales, n'en parlons pas, parce qu'au niveau des routes de responsabilité sont à partager entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Il y a des routes de la compétence du gouvernement central et d'autres de l'autorité urbaine. La ville est dans l'état qu'elle est. Une ville qui n'est pas du tout gouvernée, le phénomène Kounouna, qui continue à sévir. Elle n'est pas gouvernée, pas du tout. Elle n'est pas gouvernée, pas du tout. Des marchés improvisés, des petits marchés improvisés partout. C'est pas des stations de services partout aussi. Non, je ne peux pas comprendre le gouvernement de Félix Tshisekedi. Ce gouvernement a un problème. Vous laissez les stations s'installer. Elles s'installent en violation de la loi. Vous voyez bien que les stations s'installent en violation de la loi. Et c'est partout, hein? Vous le voyez. Certains d'entre nous l'ont dénoncé. Moi-même, j'ai dénoncé la prolifération de ces stations, même à des endroits pas propices, inappropriés. Non, le Bidimbo qui est là, il a vu ces stations s'installer tous les jours. Il n'a pas fait cas de ces stations qui s'installent. Elles sont maintenant installées. Vous dites, moi, nous mettons en place une commission mixte, le ministère hydrocarbures et urbanisme et habitat, pour aller voir celles qui ne sont pas en règle, qui n'ont pas été installées selon les normes. Ces stations-là seront fermées. Mon cher ami, c'est quelle façon de fonctionner? Les autorisations ont été accordées, vous avez laissé faire. Mais c'est pas là. Ils se rattrapent, c'est pas mauvais. Et ils se sont rattrapés où? Vous avez vu qu'ils ont mis en place. Vous avez vu cette commission commencer et vous avez déjà palpé le résultat? Non. Ça, c'est pour la consommation. On le dit. S'il y a une volonté d'un gouvernement, le contrôle à ce niveau-là se fait en amont. C'est aussi clair que ça. Le l'urbanisme de l'habitat, c'est lui qui accorde l'autorisation de bâtir, ainsi de suite. Comment avez-vous laissé vos services accorder ces autorisations? Ça signifie qu'il n'y aura pas cette commission et que si jamais elle est installée, les animateurs de cette commission en feront un fonds de commerce à eux. Et bien, oui, enquêter, ainsi de suite, et s'arranger avec les tenanciers de ces stations, quitte à se faire graisser la patte et la faire reclasser. Très bien. C'est pas un gouvernement, ça. C'est tout sauf un gouvernement. Je ne sais même pas comment ils se sont permis de s'appeler le gouvernement de Warrior. Je ne sais même pas. Des incapables, de bon à rien. Je dis. Parce que nous parlons des stations de carburant, vous connaissez aussi la crise du carburant à Kinshasa. Vous êtes aussi l'une des victimes de ce qui arrive au pays, mais principalement à Kinshasa. Oui, j'entends les gouvernements promettre, ainsi de suite. Mais il faut que nous servions d'abord cette pénurie du carburant. Elle est due en très grande partie, très grande partie, par des causes endogènes, qui n'ont rien à voir avec une quelconque crise de pétrole à l'international. Pas du tout. Depuis Kabila, il a été trouvé un compromis entre pétroliers et gouvernement pour que le pétrolier n'augmente pas les prix à la pompe et qu'en contrepartie, le gouvernement paye une subvention. C'est cela la clé. Cette subvention ne vient pas régulièrement. Là, l'État doit au pétrolier plus de 400 millions de dollars. 300 millions. Nicolas Gazelle l'a reconnu hier. 300 millions. Il y a des échéances et des paiements. Mais c'est cela le problème. C'est cela le problème. Quand vous entendez des ministres pas assez responsables vous dire que le carburant arrive, ça ne signifie pas que le gouvernement a passé commande. Les pétroliers fournisseurs viennent avec leur carburant eux-mêmes. Si dans certains secteurs libéralisés, le gouvernement n'intervient pas. Les pétroliers fournisseurs arrivent à Banana, à Manda. Le carburant est transporté par des barges jusqu'aux entrepôts Matadi de CEP, et CEP pompe à travers son pipeline de carburant arrive ici. Donc, si les pétroliers ne sont pas crédibles ou qui n'ont pas de disponibilité, mais de toutes les façons, ils achètent à crédit, payable dans les 30 jours. Mais quand ils ne payent pas, ils perdent la crédibilité. Donc, quand on vous dit que le carburant est arrivé, ce n'est pas acquis que ce carburant-là va arriver à Kinshasa. Faut-il encore qu'une fois que le carburant arrive dans les entrepôts des CEP,
les pétroliers ici, locaux, Total, Engen et autres, soient assez crédibles pour obtenir un crédit ou aide liquide pour régler les dettes passées et pouvoir prendre du carburant. Quand on le dit, c'est comme si c'était leur carburant, qu'ils avaient passé de commande. Non, le problème subsiste, persiste. Le blocage était à ce niveau qu'on ne payait pas les subventions. Mais est-ce que ça a été... Est-ce qu'ils ont payé ça? Rassuré que... Non, rassuré quoi? Qui a été payé? Non, il ne faut pas suivre Nicolas Kazadi. C'est une partie de finance. Non, une partie combien d'argent? C'est ça le grand problème. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, un avion peut arriver, le carburant livré, mais si le gouvernement ne rassure pas qu'il paiera régulièrement la subvention, dans un mois, dans 2 mois, nous allons encore nous retrouver dans une impasse, comme le cas au jour d'aujourd'hui. C'est cela le plus grand problème. Et alors, ce qui est grave, c'est quoi? C'est que sur la subvention qui est versée aux pétroliers, le gouvernement lui-même s'est fait payer 15%, appelé, libellé, décote sur facture. C'est quoi cette décote sur facture? 15%. 15% du gouvernement. Moi, je crois qu'ils auraient dû faire des calculs pour payer ça, moins 15%, c'est aussi simple que ça. Non. Ils font les calculs sur ce qu'il y a à payer. Une fois que ce montant-là a obtenu la considération de 2 parties, sur ce montant, le gouvernement défalque 15 millions, 15%. Dis-moi, monsieur Nicolas Kazadi, quel est le texte légal qui t'autorise à procéder à ces prélèvements? Le texte légal est où? Et ces 15% sont affectés à quoi? Sont destinés à quoi? L'ordre de combien de millions ou de combien de milliers de dollars? C'est 80 millions, 100 millions de dollars de temps en temps. Parce qu'en fait, la subvention, elle n'est pas la même pour tous les mois. Tout dépend du stock consommé. C'est cela. De ce qui a été vendu réellement. Donc quand c'est 100 millions, il décote sur facture de 15 millions. Et vous savez que cette décote, déjà 15%. 15% en 2019, cette décote avait créé des problèmes. Parce qu'on avait soupçonné tel ou tel autre d'avoir la rétrocommission. Oui, empoché la décote là. Donc la rétrocommission elle continue de poser la question à chaque année. Oui, d'abord, que Nicolas Kazadi montre les textes qui lui permet de procéder à ces prélèvements, de on vend les 15%. Mais plus grave encore, vous imaginez, ça je comprends ça au jour d'aujourd'hui, et nous ne le disons pas assez aux Congolais, il faut commencer à le dire. Un produit aussi stratégique que le carburant, que le kérosène, le gouvernement congolais ne constitue pas des stocks stratégiques. Le stock stratégique est zéro. Vous imaginez, quel est le stock stratégique zéro? Mais vous devez toujours construire un stock stratégique, d'autant que c'est un produit très stratégique. Maintenant, si je le cite, hier il a promis que désormais il y a des réflexions qui vont dans le sens de constituer justement des stocks stratégiques. Réflexion qui vous donne l'État actionnaire à 50%. Qui vous dit ça? Nicolas Kazadi, le monsieur a dit c'est sur... Vous le prenez au sérieux, ce monsieur-là? C'est le ministre des Finances. Monsieur, dans la structure des prix, il y a tout ce que le pétrolier paie à l'État. Mais là-dedans, vous avez aussi ce que les pétroliers payent à l'État en termes de stocks stratégiques et de stocks de sécurité. Plutôt que de prendre ces stocks stratégiques et ces stocks de sécurité en nature et les consigner dans les entrepôts des sommes pour répondre à de pareils moments de pénurie, Nicolas Kazadi et son gouvernement prennent cet argent-là liquide. Cet argent va où? Dans la contrepartie de ce que les pétroliers doivent donner en nature pour constituer les stocks stratégiques et les stocks de sécurité. L'État congolais fonctionne à stock stratégique zéro. Zéro, vous vous rendez compte un peu? Zéro stock stratégique. Zéro stock stratégique. Vous vous rendez compte un peu? Quelle responsabilité sous la règle de Félix Tshisekedi? Quelle responsabilité? Imaginez-vous. Donc ça signifie qu'au jour d'aujourd'hui, si nous sommes dans une situation particulière qui demande de répondre à un besoin, et alors que nous connaissons la pénurie, le gouvernement ne sait pas trouver une seule goutte de carburant. C'est ce que nous vivons, parce que
les avions ne survolent. Vous vous êtes rendu compte que c'est ce que nous vivons. Ouais. Alors, c'est 4 années après, bon, on dira que lui, Kazadi, il est là depuis 2 années après que Kazadi le comprend, mais qui commence d'abord par répondre à la question de savoir ce qu'il fait de la décote sur facture et ce qu'il fait de prélèvements liquides en contrepartie de ce qui doit être payé pour constituer les stocks stratégiques et les stocks de services. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils font de cette... C'est que ça, ils empochent 15%. Ils empochent. Qu'est-ce que tu veux? Pose-lui la question, avant de t'en touche. Pose-lui la question. Autant que si tu lui poses la question sur les 2 650 000 $ qui libèrent à la ville de Kinshasa chaque mois, prétendument pour assurer l'assainissement. Et cet argent sert à l'assainissement. Il est dit dans la convention qu'il est lui à la ville de Kinshasa qu'avant le prochain décaissement, il faut vérifier les pieds justificatifs quant à savoir comment les précédents fonds ont été utilisés. Il a-t-il déjà fait une seule fois? La ville de Kinshasa, ici, a une institution spécialisée qui détient l'expertise dans la matière d'assainissement, qui s'appelle la RASKIN. Pourquoi cet argent, ces fonds ne sont pas acheminés vers la RASKIN, la régie des espèces de créé des ONG. Ah, ben voilà, tu es moins au courant. Lui, il est au courant. Qui balaye les roues. Oui, donc des individus. Vous avez une aussi? Ben écoute, qui m'accorderait ces privilèges-là? Et pourquoi je vais chercher ces privilèges-là? Pour me salir? Posez la question à Nicolas Kazadi. Ces ONG-là existent depuis quand? Ont-elles l'expertise dans le secteur? Des ONG improvisés devant lui sous ses yeux et il paye. Et il continue à payer au jour d'aujourd'hui. 2 650 000 $, le mois, monsieur Nicolas Kazadi. Ben dis donc. Et c'est celui-là que vous prononcez? 2 650 000, s'il te plaît, chaque mois. Et d'ailleurs, la convention ne prend pas de 2 150 000 $. La convention va 1 170 000. On est allé au-delà de la... On est allé au-delà. Oui. Je ne sais pas si elle a été modifiée dans l'entretemps. La copie que moi j'ai lue, qui était une copie certifiée, authentique, fixait le montant d'1 170 000 $. Nous, il est allé 2 fois au-delà. Et semble-t-il, ce n'est pas de fonds congolais. Ce sont des fonds de la BAD, la Banque africaine de développement. Donc nos enfants auront à rembourser un jour, alors que ça serait non servi qu'à des individus. C'est un prêt qu'on nous fait. Vous avez encore le temps d'allumer votre télévision et de suivre un certain Nicolas Kazadi. Très bien, parce qu'il s'agit de lui, parce que bon, nous n'avons pas un autre gouvernement qui a des ministres à part celui-là. Souffrez qu'on l'évoque un peu dans cette affaire de crise pétrolière. Nicolas Kazadi a fait aussi une autre révélation que l'État perdrait au moins 1 milliard quelques millions de dollars parce qu'il n'y a pas de taxes à l'importation par rapport aux produits pétroliers. Je ne comprends pas cette allégation, je ne la comprends pas. S'il n'existe pas de taxes... Donc l'État fait des sacrifices énormes pour que vous et moi, nous circulions normalement. En dehors de ça, l'État paye quand même, il dit, par exemple, pour le WEWA, s'il a cité nommément le WEWA, si vous achetez 10 litres, en réalité, le WEWA n'achète que 6 litres. Les 4 litres sont pris en charge par l'État. Cette règle est pour tout le monde, que vous soyez député, ministre. Il aurait voulu que cette règle concerne essentiellement la catégorie. Cette règle ne peut pas, cette pratique ne peut pas être particularisée. C'est cela la subvention. Donc ça signifie sur chaque litre que nous achetons, l'État supplée, ajoute quelque chose. Alors il n'a pas à s'inventer. Ça a été établi du temps de Kabila. Ça a été établi du temps du Kabila. Les réalités ici au Congo font que si nous devons aller à la vérité des prix, ça va faire flamber le marché. Le carburant sera vendu à la pompe à 4 000, 4 500 francs, c'est ça le problème. Il n'a pas à se vanter. Ils n'ont qu'à trouver de solution. Ils sont là pour ça. Ils se vendent de quoi? C'est quoi le mérite là-dedans? L'État consentit quand même des sacrifices. Oui, mais si l'État consent des sacrifices, mais c'est cela l'État. Il parlerait comme s'il s'agissait de l'argent de son grand-père que lui est en train de prendre pour consentir des sacrifices. Lui, dans sa vie de tous les jours, il consent des sacrifices. Il est grassement payé, surpayé. Il gère mal les fonds congolais, personne ne lui demande de compte. Oui, c'est une parade qu'ils ont trouvée. C'est une parade qu'ils ont trouvée dans la situation de la République démocratique du Congo pour ne pas créer la surchauffe sur le marché si jamais le prix à la pompe augmentait. Il y a se vanter de quoi là-dedans? C'est quoi le mérite là-dedans?
Quel est le mérite de Nicolas Kazadi ou de son gouvernement de... Je sais comment ils appellent ça encore. Quel est le mérite là-dedans? Il n'y a aucun mérite. C'est ça le travail du moment de trouver les solutions aux problèmes des Congolais. Et ça, ce n'est même pas une solution Madine Félix Tshisekedi, non sacré, c'est une solution qui leur a légué Kabila. Du gouvernement précédent. Alors, toujours dans cet ordre d'idées, honorable Mike Moukibaï, abonnez-vous parce que nous sommes en direct. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a une autre question qui fâche les pétroliers. C'est qu'il leur a imposé un taux qui n'est pas conforme à la réalité du marché. Ça, le pétrolier nous vend le carburant au taux de 10 $, 19 540 000 francs congolais. Alors que le dollar s'est négocié aujourd'hui à 20 500. Ben voilà, ça c'est aussi un autre problème. Ça, il a répondu à cette question. Et ça fâche les pétroliers. Ils ont été imposé un taux qui ne correspond à rien à ce qui est pratiqué dans les banques commerciales. C'est ça aussi une autre question, ça, il n'a pas répondu. Et les pétroliers vont continuer à tourner les pieds, même si demain, la fourniture en carburant est stabilisée. Parce qu'ils ne vont pas continuer à subir ces manques à gagner. C'est des hommes d'affaires, c'est tout à fait normal. Est-ce que ce n'est pas dans cette idée qu'il a annoncé, c'est une annonce déguisée, il a dit voilà, nous allons connaître une légère augmentation du prix du carburant à la pompe. Mais c'est cela la triste réalité. Le gouvernement, comme il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il verse déjà en termes de subventions, il est bien obligé. Il est bien obligé, parce qu'il n'arrive pas. Mais c'est cela, il se vante que le gouvernement fait de sacrifices, mais en même temps, là, ils sont essoufflés, ils ne peuvent plus suivre. C'est cela, l'augmentation du prix à la pompe signifie que le gouvernement n'arrive plus à soutenir régulièrement la subvention, en tout cas dans les termes dans lesquels cette subvention est définie au jour d'aujourd'hui. Ça signifie que l'augmentation à la pompe va entraîner de l'autre côté que le gouvernement paye moins. Donc c'est un aveu d'échec. D'échec? Qu'est-ce que vous voulez comprendre par là? C'est un aveu d'échec, cette augmentation. Parce que c'est le gouvernement qui a pris cet engagement pour éviter la surchauffe sur le marché, pour éviter que ça touche au social des Congolais, que ça touche, que ça crée une tension, une grosse inflation ici. C'est cela, parce que vous augmentez le prix à la pompe, mon cher frère, ça va avoir des conséquences très graves sur l'économie. Il y a des conséquences socio-économiques. Alors, mais quand il vous dit, c'est là ce que je vous dis, quand il dit qu'il va y avoir une légère augmentation, un gouvernement sérieux dit, cette légère augmentation aura pour conséquence ceci, cela, et voici l'alternative. Voilà. Ça, c'est un gouvernement responsable. Mais c'est pas encore. C'est une manifestation. Ils sont en train de réfléchir. Ils vont trouver l'intelligence où? Ils vont la trouver où? Non, ça, c'est des gens qu'on appelle des professeurs avec livres. Des gens qui ont été à l'université et qui sont là, qui sont en train de débobiner tout ce qu'ils vont apprendre à l'université, mais sont incapables de créer, de trouver des solutions, un problème réel. Le vrai intellectuel, le vrai universitaire, c'est celui qui est capable, face à un problème, de trouver une réponse adaptée. Ces gens-là n'en sont pas capables. Ils sont dans le sentier battu, dans les réponses stéréotypées, et comme ils ont utilisé les réponses stéréotypées figées, que ça ne paye plus, ils sont bloqués. Ils n'ont plus de perspective pour le pays. Il est temps de le dégager. Il est temps de le mettre de côté. On n'a pas un autre moyen à part les élections. Nous attendons les élections l'année prochaine, nous les voulons à date. Ce qui suppose que nous sommes obligés de vivre avec cette situation, malgré... Selon nous sommes obligés de subir les incompétents. Oui, malgré votre analyse, c'est-à-dire nous sommes obligés de subir cette situation à cause de la mauvaise gestion dans les secteurs pétroliers. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme des gens qui n'ont pas été à la hauteur de leur tâche, il s'agit notamment de Didier Boudimbou et de Nicolas Kazadi, selon les analyses. Et vous attendiez quoi depuis le début? Est-ce que vous ne pensez pas que les chefs de l'État, s'ils constatent qu'il y a eu dans la gestion, est-ce qu'il peut quand même sanctionner? Non, vous ne pensez pas que les chefs de l'État peuvent surprendre avec des sanctions? Vous attendiez quoi de cette crise? Parce que ça entache le premier mandat de Félix. Déjà à sa nomination, tirer des conséquences. Déjà à sa nomination de côté. Déjà, celui-là que vous jugez d'incompétent, Félix vous le trouve compétent. C'est cela tout le problème. S'il a mené, il a eu devant lui le profil
de l'intérêt. Par la suite, voir que c'est pas à la hauteur. Je crois qu'il est supposé avoir au départ une idée sur l'homme qu'il aime. Vous attendez quoi d'un profil comme celui de Bidibou depuis le début? Quand vous voyez son passé, tout ce qui est dit sur son passé, tout ce qu'il a fait par le passé. Je peux aller plus loin parce que je sais que tout de suite une plainte est diffusée contre la personne. Quand vous remontez à sa personne jusqu'au depuis Bruxelles, tout ce qui est dit est établi dans son parcours. Vous attendiez quoi de cet individu? Vous attendiez quoi? Ce qui est terrible, c'est que dans la conscience du gouvernement, Félix Tshisekedi n'a pas tenu compte de l'aspect intégrité morale. Pas du tout. C'est pas son souci. C'est pas, je peux t'aligner ici des ministres qui, sur le plan de l'intégrité, ne passeraient pas. Mais sinon, on va dire que je suis en train de régler des comptes à des individus avec qui j'entretiens une certaine rancœur, pourtant rien. Bon, l'intégrité morale, depuis le début, ça c'est le cadet des soucis de Félix. Père, avant vous, j'ai reçu Alain Bolodjoa qui disait sur mon plateau qu'il y a des ministres qui sont considérés comme des électrons libres, que le chef de l'État ne peut pas ni limoger, ni sanctionner. Ah, ça, c'est mon avis. Non, ça c'est la cuisine interne à eux. Je n'ai jamais pratiqué ce gouvernement pour déterminer qu'il y a des électeurs libres là-dedans et des ministres que le chef d'État ne peut pas sanctionner. Ça c'est leur cuisine à eux, ce gouvernement Warrior. Comment vous l'appelez? Warrior. C'est eux-mêmes qui l'ont dénommé comme ça. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça la réalité, hein. Le Warrior. Très bien, alors, je vous ai vu avec quelques feuilles de papier. Non, ce sont mes notes. Aide-moi sur ce qui concerne le pétrole, c'est très bien. Tout ce que j'ai repris là. Voilà. C'est ça, c'est aide-moi. Ça, c'est ce que le gouvernement doit aux pétroliers, mais il y a aussi des dettes de l'époque de Kabila. Vous avez des dettes ici, hein, c'est lié à la subvention. Hein. Vous avez des dettes de la période Kabila, comme des dettes d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est un peu ça. C'est qui, ça a été adressé au gouvernement par le pétrolier. Et ils attendent la réponse qui ne vient toujours pas. Donc vous avez la dette cumulée au 31 juin, vous avez la dette certifiée de 2021 au 30 juin, si je m'abuse, 2022. Vous avez dette certifiée ici, c'est de 2017 à 2019, en fait des arriérés au 31 décembre 2020, qui n'ont jamais été payés. Donc ça cela. Et quand le gouvernement vous dit souvent, oui, nous allons payer, non, ça veut dire qu'il se contente seulement d'une certification avec les pétroliers et ils viennent vous dire que bon, nous avons trouvé un compromis. La certification n'est pas un compromis, il faut payer. Il faut payer. Et alors, on a bien le de la question. Le pauvre Alighet, il fait son boulot. Je le plains par moment, le pauvre. Il subit des pressions tout le temps. Il y a des menus occultes ici pour que on abolisse la patrie financière. Pourtant, on veut à la patrie financière. La patrie financière est une bonne stratégie en termes d'anticipation, plutôt que de gérer les dégâts en aval, de chercher à auditer, à transférer devant, à traîner devant la justice et à récupérer ce qui a été détourné, autant anticipé par la patrouille. Donc, vous gérez déjà en amont, vous prévenez. Plutôt, non, il y a une lignée comme ça, sous la conduite d'une ministre qui s'affiche publiquement, qui ne se gêne pas. En tout cas, si ce n'est pas un combat, c'est sur le plan financier. Alors, tout ce travail à l'IGT a eu pour effet d'augmenter le revenu de l'État. On l'a vu, la DGI a connu une augmentation essentielle, a payé même une prime colossale à ses agents. Mobilisateurs, on l'a vu. Mais la question qu'on se pose finalement, tout cet argent va où? Le budget est passé à 11 milliards, je ne sais même pas s'ils ont atteint ces 11 milliards, il faudra qu'on le voie avec la réduction de comptes, parce que là, quand ils viendront avec la réduction de comptes, vous verrez que c'est tout autre chose. Mais cet argent va où quand l'État est incapable de faire face à ses dépenses courantes, telle la subvention versée aux pétroliers. 300 millions à peine. Cet argent va où? 300 millions. Plus de recettes, mais davantage de dettes. Le gouvernement insolvable dans plusieurs secteurs. Insolvable. Ils vont nous laisser d'être sales ici, ces gens, quand ils vont partir.
Et en cette matière de dette, le gouvernement provincial n'en parle pas. Terrible. Vous savez, je vais vous faire une. Allez-y. Un collègue a demandé au ministre provincial des Finances de nous présenter, le ministre provincial, s'entend, des Finances de nous présenter l'état de la dette de la ville de Kinshasa au jour d'aujourd'hui. Il est venu avec un document qui nous a été remis. Mais mon cher, Patrick Lokala, je vais te faire rire. Il est dit dans ces documents ceci. La dette héritée de notre prédécesseur est de, le montant est donné. La dette héritée de Kimbuta. Alors, la dette actuelle, tu sais ce qu'il est dit, document officiel, de nombre de remis aux députés provinciaux. Qu'est-ce qu'il est dit? La dette actuelle est de point. On n'a rien à ça. La dette de Pontier. Ça, vous êtes dans une institution publique pour gérer le kino ou vous êtes au coin là-haut? Dis-moi un peu. La dette actuelle est de point, de Pontier. Mais pourquoi vous n'avez pas interpellé ces ministres? Vous dites? Pourquoi ne l'avez-vous pas interpellé? Mais il est venu là pour répondre à cette question. Mais ce sont des sanctions à prendre à son endroit. Vous pouvez recommander c'est une bonne blague, ça. Ou telle autre sanction, mais c'est blague avec la gestion de l'État. Mais je te jure, authentique. J'ai le document chez moi ici. Authentique. La dette actuelle est de point. Et on va dire bientôt point. On va dire bonjour à la ville de Kinshasa. C'est l'ingouvernabilité. C'est très grave. Alors, honorable Mike Nkebayo, on va quand même changer de sujet. Bon, on comprend que la situation va s'empirer parce que quand on va connaître cette légère augmentation du prix à la pompe, il y aura des effets d'entraînement sur le social du Congolais. Et jusque-là, on ne sait pas si le gouvernement prendrait des mesures pour tenter de trouver des palliatifs pour que la population ne souffre pas. Jusque-là, on n'en sait rien. On va voir dans la suite. C'est que la suite nous réserve par rapport à cette crise de pétrole en République démocratique du Congo. Alors, honorable Mike Nkebayo, on va changer quand même de sujet. On va prendre cette affaire de 21 000 dollars. Non, c'est pas 21 000 $, mec. Selon Martin Fayoulou. Non. Ouais. C'est 21 000 francs ukrainiens. Oh là. Mais pourquoi on est revenu au tweet qui a été... Mais l'effet Ukraine, c'est quoi? C'est que tout augmente. Tout augmente, hausse de prix de biens sur le marché. Ukraine. Carburant, Ukraine. Alors quand le député passe de 10 000 à 21 000 $, c'est l'effet Ukraine. Le franc ukrainien. L'effet Ukraine. Alors ce sont les francs ukrainiens, c'est $100 américain. Ouais. Alors, Nicolas Kazaya a fait un rebondissement hier. Vous ne l'aimez pas, vous ne voulez pas. Pourquoi? C'est une question d'amour entre eux. Il a dit exactement. Attendez. Je vais l'aimer. Vous ne l'appréciez pas. Je vais l'apprécier par sa gestion. Ah oui, merci. Ouais. Okay. Très bien. Voilà. Il a dit hier que les députés touchent et ils payent. C'est ce qu'il a dit. Il dit je paye aux députés 7 000 $ américains. C'est lui qui a dit que les députés toucheraient 21 000. Il fait de la propagande, de la démagogie. C'est les journalistes. C'est les gens qui a posé la question. C'est lui qui a versé dans la manipulation. Non, il n'a posé que sa question. Ce journaliste, lui, est un agent utilisé par Mbosso. Je te l'ai dit. Mais les gens sont supposés savoir que ce qui est payé en surplus... attendez. Les gens qui posent la question est supposé savoir que ce qui est payé en surplus des émoluments est payé frauduleusement. Ils doivent savoir, c'est pas Nicolas Kazadi qui va venir décliner ce qui est payé au-delà des émoluments. Si les gens sont supposés savoir, depuis le début de la démocratisation, la pratique a été instaurée. Ici, une partie dans le principe. Attendez, non. 2020. Non. C'est là que les journalistes ont fait de la manipulation. Cette affaire n'est pas réglée à travers la loi des finances. Voyez-vous l'origine, vous comprenez d'abord l'origine
des invisibles. Pourquoi il n'a pas demandé à Kazadi s'il était au courant qu'il y avait une rubrique dans les émoluments de députés nationaux appelés invisibles? S'il était simplement au courant. Toi, tu es au courant, non? Oui, je comprends. Alors, les invisibles, est-ce qu'ils sont inscrits dans la loi des finances? Comment on va... Alors, les journalistes se posant des questions, lui ne sait pas que c'est de la mafia. Ce n'est pas à Kazadi de répondre à cette question. C'est à l'époque de Vital Kamerhe qu'une malice a été trouvée. Comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international s'est montré très regardant sur les dépenses de l'État, une malice a été trouvée de présenter d'un côté les émoluments officiels, de l'autre côté des dessous des tables appelées invisibles. Et qu'est-ce qu'il y a à voir avec Nicolas Kazadi là-dessus? Donc le journaliste a fait le jeu de ceux qui touchent les 21 000 $ pour le couvrir dans l'opinion. C'est ça. Malicieusement, mais moi, il ne peut pas mourir, le journaliste là. Ah non. Il est supposé le savoir que ce sont des dessous de table. Il est supposé le savoir. Donc, Nicolas Kazadi paye les émoluments officiels, ceux qui sont connus. Et le reste vient d'où? Le reste vient du frais de fonctionnement de l'Assemblée. Ce sont ces fonds-là que le président du bureau utilise pour entretenir, corrompre. Voilà! Voilà, qui ne sait pas? Hein? Qui ne sait pas? Et encore qu'il y a une terrible contradiction dans le propos de Nicolas Kazadi, je n'ai pas encore vérifié, semble-t-il, la loi de finances, elle parle de 11 000 $. Donc, on a parlé de ça. Non, la loi de finances 2022, c'est à vérifier. 11 000 alors que lui avance le chiffre de 7 000. Mais qu'importe, le surplus, ce qui est payé au-delà des émoluments, ne vient pas de fonds officiellement libérés. C'est une idée malicieuse, une pratique malicieuse, installée là depuis 2006. Invisible. Tu connais? Invisible, ça existe partout. Partout. Chez nous, dans nos pratiques politiques. Au Congo, oui. D'abord. Alors, invisible, c'est quoi maintenant? Est-ce que invisible, c'est les 7 000? Alors, il y a un autre débat, qui est la suite de ces débats, honorable Mike Moukibaï. Je crois que le chef de l'État l'avait même dit peu avant, Nicolas Kazadi et le reste, que voilà, les députés, ce sont des assistants sociaux, ils enterrent des cadavres. Attends, je vais vous proposer une question. Je ne sais pas comprendre, je ne sais pas moi appréhender. Attendez que je finisse quand même. Oh, Félix Tshisekedi. Oh, quand j'ai visionné cette vidéo, j'ai eu de haut le cœur. Félix Tshisekedi m'a donné de haut le cœur. Pourquoi? Vous connaissez le haut le cœur? Pourquoi? Sanza. Un chef d'État, qui dit que la population attend de vous, il le dit. Pense sans rire, il est sérieux. Il peut les accoucher. Attends, que les députés, vous, les populations attendent de vous les routes. Elles attendent de vous les hôpitaux. Elles attendent de vous les frais funéraires. Elles attendent de vous les pardon, des frais de mariage. De haut le cœur. Félix, quelle idée il a de la République. Alors, si les populations attendent de députés nationaux, tout cela, alors qu'est-ce qu'elles attendaient du gouvernement et de lui? Il dit qu'il faudra trouver, il faut trouver entre les prérogatives constitutionnelles et les réalités terrain, les attentes de la population, il faut trouver un mécanisme. Quel mécanisme? Quel mécanisme? Il fait une proposition, il dit qu'il faut associer les députés au programme que le gouvernement exécute. Monsieur Félix Tshisekedi, membre, les prérogatives constitutionnelles sont claires. Il est là pour contrôler, légiférer. Quand vous l'associez à la matérialisation du gouvernement, des projets du gouvernement, normalement il est corrompu. Qui va contrôler qui? Le contrôleur est corrompu. Non, mais c'est pourquoi quand je négocie, ici tous les matins, j'ai dit que ce n'est pas normal que sur les 2 650 000 $ qui viennent du ministère national des Finances, que des députés participent à l'exécution de projets au niveau professionnel, ça n'émeut personne parce que dans la compréhension de Félix Tshisekedi, il est normal que les députés soient associés à des projets exécutés par l'exécutif. Non, Mamia,
Félix Tshisekedi. Non, Mamia. Quelle compréhension de la République et de la démocratie. Alors, maintenant, Tshisekedi, j'applaudis. Tu veux une république philanthropique qui va donner 2 millions de députés. Plutôt que de travailler, déjà, attendez, il a dit du haut du Congrès. Attends, plutôt que de travailler à élever le niveau des citoyens congolais pour que chacun ait le moyen d'assurer tout cela, donc que les frais funéraires soient pris en charge par l'employeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, Félix Tshisekedi dit que nous avons besoin, nous les députés, entre les nationaux, des frais funéraires et des frais de mariage. Alors, M. Tshisekedi, le moyen de se mouvoir, ils ont eu des palissades. Pardon. Alors, vous déterminez les frais funéraires et les frais de mariage à quelle hauteur? C'est combien de morts que j'entends par mois? Dis-moi quantifiable. Et avec un cercueil de quelle valeur? Parce que, écoute, c'est les accouchements. Attends, je vais parler de cette affaire d'accouchement. Voilà. Oui. Non, c'est à peu près combien de... Lui, si tu sais qu'il suppose que chaque député peut enterrer combien d'électeurs. Moi, ici à Liguaya, pour hier seulement, j'ai recensé 2 cas. J'ai 2 morts ici. Si vous étiez à l'Assemblée, vous auriez... Alors, vous imaginez quand le président dit des choses pareilles. La pression qu'il met sur les députés. Donc, ça dit, il demande aux populations d'aller trouver une solution individuellement devant la porte de chaque député de frapper. Voilà la compréhension de la République. Autrement dit, l'État a failli, les députés se substituent. Mais c'est une compréhension, ce n'est pas la faute de Tshisekedi. Bien des dirigeants, on détourne les députés de la mission. Contrôler. Bien des dirigeants et légiférer. ont la même appréhension de la République. Vous savez que sous Kabila, ici, un jour, il y a eu un débat indécent à l'Assemblée où des députés ont réclamé et obtenu de Oban Inaku qu'on leur donne des médicaments à remettre aux populations, à leurs électeurs. Monsieur Patrick Lokala, tu es là, moi je suis élu ici de Lingala. Si tu me donnes au jour d'aujourd'hui 10 tonnes de médicaments, comment je vais m'organiser pour les distribuer partout à Lukunga? Est-ce que j'ai la logistique? Il y a plutôt des zones de santé spécialisées en cette matière. Le gouvernement qui est là, qui fait son boulot, non, le député veut distribuer maintenant des médicaments. Alors si c'est constate que ces médicaments ne sont pas arrivés au destinataire, donc le député sera contrôlé par qui? Regarde-moi la compréhension de la démocratie dans le Congo. Et maintenant, des débats ont été organisés. Enfin, les députés sont dans comme au jour d'aujourd'hui, comme d'habitude, ils veulent que l'État les aide à préparer leur élection. Et ceux qui sont à la tête des institutions les accompagnent dans cette hérésie-là. Dans cette compréhension hérétique, erronée de la République. Ça, c'est très grave, ça. Et alors, imagine qu'un jour, qu'il soit dit officiellement, que les députés reçoivent des frais funéraires pour enterrer les électeurs. Mais on va amener 40 cadavres ici. C'est pas ça? Vous pouvez imaginer s'il est dit officiellement que les députés reçoivent des fonds pour enterrer les morts. Non, mais ce qu'il a dit, ce n'était pas officiel quand il dit... Non, il réfléchissait à comment faire. Et puis même des frais de mariage. Oui, je vais de mariage. Alors, les accouchements. Oui, alors le mariage, il peut me dire que c'est combien de mariage de moi? Et puis le mariage, chacun a son goût. Les accouchements. Ou bien je vais avoir un standard pour tous les mariages de tous mes électeurs. Ça, je jure, ailleurs dans des pays irrationnels, quand on entend ces discours, on dit que ce pays-là est perdu. Parce que si on a déjà une telle conception de la République, c'est que dans les faits, mon cher ami, il n'y a rien à attendre. Vous parlez, allez-y, continuez à parler d'accouchement, ainsi de suite. Mais mon cher frère, allons-y. D'ailleurs, je vais te dire, la réalité, quand on dit que les députés se sont transformés, entre guillemets, en assistants sociaux, mon cher ami, en réalité, quand les députés assistent les électeurs, ce qui est tout à fait normal, chacun peut le faire, un député peut le faire tout autant que notre citoyen peut le faire, d'assister un Congolais. Très bien. Qui est dans le besoin. Mon cher ami, après m'a parlé, tu peux t'imaginer qu'un député peut assister combien de Congolais? Et à quelle hauteur? Très difficile, hein? Tu crois que tu peux assister 1000 Congolais? Si tu assistes 1000 Congolais à 10 $, ça te fait combien? 10 000 $. Oui, simplement. Et tu en assistes combien chaque mois? Quand les députés veulent en faire maintenant, là, un argument pour obtenir des augmentations excessives.
En réalité, appelle ces députés-là qui doivent assister. Pour te dire, il en assiste combien? À la limite, qu'ils t'établissent la liste avec les adresses. Mais mon cher ami, c'est quelques 30, 40, 50, les mêmes têtes qui reviennent, qui repartent. Puis c'est ça, j'ai été élu ici à Lingala. Comment tu veux que je fasse pour assister les électeurs de Lingala? Ils sont combien à m'avoir donné de voix? 3000. Comment je vais assister tous ces gens-là? Quoi, ça, j'organise Caritas Moukeba ici, je fais comment? Je fais d'un porte-à-porte. Alors, cette fameuse assistance, c'est quoi? C'est qu'une fois l'année, un député achète quelques mille poulets, il distribue aux pauvres Congolais. Et c'est ça l'assistance, c'est tous les jours. Ici de l'année, ils vivent comment ces Congolais-là? Vous croyez qu'un député peut venir, lui, le problème des Congolais, là où l'État a failli, vous me donnerez combien pour résoudre ce problème-là? C'est comme ça que je te parlais de ces problèmes d'accouchement, de maternité gratuite de ce gouvernement. Encore mal pensé, mal réfléchi. Toujours. Mon cher frère, vous allez demander à nos mamans, le plus dur, ce n'est pas la maternité, le plus dur, c'est ce qui précède l'accouchement. C'est la consultation prénatale, CPN. Les drames chez nous, c'est que vous voyez, nous connaissons une très forte mortalité à l'accouchement, soit de la maman meurt, soit le bébé se vaut, soit c'est le bébé qui meurt, soit les deux. Soit les deux. Dans des pays avancés, de ce côté-là, le taux de mortalité à l'accouchement, c'est 0. Totalement maîtrisé. Totalement maîtrisé par moins de processus de croissance de la grossesse. C'est là que c'est beaucoup plus compliqué. Consultation prénatale, la femme doit être suivie. De sorte que quand elle arrive ce jour-là à l'accouchement, tu sais, même nous, pauvres mamans au village, elles savent faire accoucher, quoi. Exactement. L'accouchement n'est pas si compliqué. Les sages-femmes. Les sages-femmes. De sorte que quand la femme enceinte arrive ce jour-là, on est sûr qu'elle va accoucher sans problème. Alors, vous laissez les femmes, elles sont chez eux, parce que le défaut de consultation prénatale est dû à deux raisons. Instruction et moyens. Voyez-vous? Exact. Certaines femmes, pas assez instruites, pas assez au fait du problème, se posent la question de savoir pourquoi aller dépenser ces 8 000 francs ou 10 000 francs la consultation prénatale. Parce que la vie montre ne jamais aller à la consultation prénatale, mais accoucher normalement. Mais il y en a une autre qui veut vraiment y aller, mais qui n'a pas de moyens. Mais c'est ça la période la plus sensible chez la femme enceinte. Et non l'accouchement. Alors, cette femme qui arrive à l'accouchement, vous avez la peur du poids de son bébé. Ou les deux. Donc, faire de la maternité une gratuité ne résout pas le problème fondamental. Pour vous, c'est du populisme. Le problème, non, c'est même pas du populisme, c'est de taper à côté. Bon, du populisme, les années là-bas. Des élections. Les élections. Ouais. Le plus sensible à gérer, c'est cette période-là. Consultation prénatale. C'est le plus sensible. Comme ça, quand la femme arrive à la maternité ces jours-là, on est sûr qu'elle accouche. Que le bébé sortira sain, qu'elle aussi sera saine et sauve. C'est cela le problème. Mais tu sais, c'est que c'est... En fait, vous avez un gouvernement qui réfléchit. Tu vois un peu comme quand on est au coin de la rue. Tu vois ça? Patrick, tu vois, des conversations à bâton. Tu vois, c'est tout glacé, tu dis simplement que ma tête est gratuite. On voit des voix. On n'étudie pas la question. On n'étudie pas la question. Qu'est-ce qui est le plus important que l'ensemble de conséquences, ainsi de suite. Non. Là, apparemment, cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est Sami Badibanga qui a soufflé l'idée à l'oreille de Félix Tshisekedi. C'était déjà son idée. Il a été injecté. C'était son idée à l'époque. Alors, on va le Mike Moukebaï, voilà. On va parler un peu élection en RDC. On va finir par le budget 2023. Nicolas Razada dit que voilà, il paye, il a tout payé, toutes les demandes de la CENI ont été liquidées, il n'a pas de problème à son niveau. Autrement dit, il y a des moyens pour aller aux élections. Et puis... Patrick Lokala, ne vous laissez pas prendre au piège. Nicolas Kazadi a mis la CENI en retard, et même si aujourd'hui il venait à éponger, à tout liquider, ce retard est irrattrapable. C'est cela. Ouais. Non. Il s'agit d'un processus avec des dates, des échéances bien précises. Si vous n'avez pas effectué une opération donnée à telle période,
vous ne vous rattrapez pas 3 mois après. Il y a les conséquences. C'est un retard consommé, il est irrattrapable. Donc il ne vous donne pas de vous dire que j'ai tout payé. Quand il a fallu payer à temps, il ne l'a pas fait. Nous sommes en retard. Ne l'avait-il pas fait? Nous sommes en retard. Pourquoi ne l'avait-il pas fait? Ouais. Il n'a pas se tapé la poitrine aujourd'hui pour dire non. Il ne l'a pas fait à temps. Pourquoi ne l'avait-il pas fait? Pendant trop longtemps, il en a décaissé de fonds en ce qui concerne les frais de fonctionnement. Les opérations électorales, ont été mises de côté. Il ne les a pas financées. Pendant un certain temps, il ne les a pas financées. Comment tu vas rattraper ce retard? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Et nous tendons déjà vers la moitié du mois de septembre. Aujourd'hui, c'est le 12. Le 12 septembre. C'est quasiment la moitié septembre. Nous ne savons pas quand est-ce que les machines arriveront ici et qu'elles seront déployées pour l'enrôlement. Et ce retard que vous avez connu, vous le comblez quand? Parce que cet enrôlement est échelonné dans le temps. Il prend 8 mois. Si vous ne le faites pas en janvier, faute de fonds, et vous venez le faire au mois de juin, c'est que vous allez vous projeter jusqu'à l'année suivante. Il a causé du retard et il doit l'assumer, c'est lui. Il a causé du retard à la CENI, c'est lui. C'est irrattrapable. Vous savez combien de temps prend l'enrôlement? Au calendrier. Non, au minimum, en moyenne. Au minimum, c'est 8 mois. Ouais. Au minimum, c'est 8 mois. Bon, c'est à partir du jour où tout sera en place, machine, ainsi de suite, que nous allons commencer à compter ces 8 mois. Donc, si les machines sont déployées et que l'enrôlement commence en octobre, allez-y, vous dire que nous allons avec l'enrôlement jusqu'au mois de juin. Si jamais c'est en décembre, nous allons avec l'enrôlement donc jusqu'au mois d'août 2023. Vous imaginez un peu de conséquences par la suite? Et vous avez un Kazadi qui va vous dire, j'ai pas payé. Les grandes questions restent pendantes. Pourquoi ne l'avait-il pas fait à temps? Vous me posez la question à moi? Il faut la poser plutôt à Nicolas Kazadi. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait à temps? Et c'est pourquoi je parle exprès. N'oubliez pas le point du journaliste qui était en face de lui. Il dit non, j'ai tout payé. Oui, tu as tout payé, mais tu as déjà causé du retard. Et c'est fini. On ne rattrape pas le temps. Le temps perdu ne revient pas. Il est parti, il est immatériel, il est parti. Vous n'allez pas le suivre et le faire revenir. Le processus connaît un retard. Mois de septembre, les machines arriveront encore. Ce qui veut dire que nous avons tout droit vers un glissement. Et surtout pas ça, ne l'évoquez pas, nous voulons les élections à date. Non, mais vous dites qu'il y a un retard, honorable. Oui, mon frère, mais vous savez, nous avons des contraintes ici. Enlevez un peu votre micro et nous avons descendu. Fais-le monter un peu. Nous avons des contraintes qui s'imposent à tous. Voilà. Très bien. Ces contraintes sont bien constitutionnelles, elles s'imposent à tous. Oui, la contrainte est là, mais ce que vous dites est quand même fondamental. Nous avons un retard de paiement. Alors, si nous n'avons pas si les élections n'ont pas lieu dans autrement dit, c'est que nous allons faire si les élections si les élections ne sont pas organisées à date, c'est qu'il y a des responsabilités à établir. Alors, ne nous demande pas à nous de cautionner ces réponses. Ça a une réalité. Et de donner carte blanche aux responsables de ces réponses. Ils n'auront pas cette carte-là. Ils n'auront pas. Très bien. Très bien. Les églises de réveil ont entamé une sorte de réveil. Les congrégations religieuses de Don Kamba. C'est qui? Don Kamba, c'est qui? C'est le pasteur. Quoi? Il a présidé la commission. Ici, on ne parle pas de son église, on parle de la... Non, son église, elle a combien de fidèles? Hein? Pour prétendre représenter le Congolais. Son église est où? Ici, à Kinshasa, il y a une paroisse. Bon, c'est quelqu'un de fabriqué par le régime. Arrêtez-moi de m'appeler Dodo Kamba. Ils sont allés me voir le PPRD pour... Ah oui, c'est le PPRD qui leur a fait l'honneur de le recevoir. Ensemble, ne le recevra pas. Moi, je ne suis pas le décideur d'ensemble. En tout cas, si... j'ai un mot à dire, je demanderai qu'on ne le reçoive pas. Il représente quoi et qui dans cette ville et dans ce pays? Hein? Quoi et qui? Dodo Kamba, ils sont venus qui me disent avec 1800 fidèles quelque part, le régime l'a créé, et moi j'avais prévenu. Ça, c'est déjà ça, la manœuvre. Donc on va venir l'aéroport, et alors
on anticipe pour que demain on dise que ce n'est pas le régime qui demande des négociations, ce sont les princes des églises. Et lesquels princes de l'église qui ne représentent que leur propre ombre, leur propre silhouette, comme celui-là que tu me cites là. Il veut quoi là, à part d'apparaître sur des panneaux ici, des panneaux de publicité, il veut quoi ton gars là que tu me cites? C'est pas mon gars, c'est quand même le pasteur. C'est quand même quoi? C'est le pasteur. Un pasteur d'où? De quelle église? Comment s'appelle encore son église? Le représentant de... Mais toi même tu connais pas sur le nom de son église. Mais dis-moi, pour te montrer qu'il représente rien, dis-moi, aide-moi, comment s'appelle son église? Hein? Non, dis-moi! Des questions, non, mais je ne pose des questions, il ne connaît pas le nom de l'église. Je pose des questions, je réponds pas. Non, mais oui, non, je vais les situer. Son église là, elle s'appelle comment? Elle est localisée où? Hein? Mais alors, est-ce que quand même vous partagez les points de vue? Je ne dis pas partager, mais comment pouvez-vous apprécier la position du PPRD après cette rencontre? Le PPRD a réitéré sa position de voir... C'est la position du PPRD, c'est institué, c'est un bureau consensuel, c'est la recomposition de la Cour constitutionnelle. C'est la position du PPRD, je la respecte. Vous pensez que c'est quand même légitime? C'est fondé, hein? Le débat autour de la légitimité du... Elle est fondée, quitte à créer un nouveau rapport de force pour y arriver, c'est tout. Il ne suffit pas de le dire verbalement, il faut créer un rapport de force. Et ce rapport de force, il sait pourquoi Félix a dit que l'opposition a pété? Parce que le rapport de force n'y est plus. Oui, Félix a dit qu'au pays, il y a une opposition et a pété. Une opposition qui ne pèse pas. Mais c'est quoi une opposition qui pèse? C'est les rapports de force et il n'est pas là. Attends, c'est quoi une opposition qui pèse? Attends. De la désignation de membres. Alors, vous voulez encore ces Congos qui baignent dans la violence, où chaque fois il faut des confrontations. Non, je ne dis pas manifester, mais vous voulez. Lui, il veut ce Congo-là. Il veut ce Congo. Moi, ce que je veux, c'est que vous parlez d'opposition, mais amenez-nous des gens sur un plateau de télé dans un débat contradictoire pour voir s'il y a une opposition ou pas. Avez-vous déjà vu Félix Tshisekedi, tous ces lieutenants aujourd'hui, un seul peut se risquer à un débat contradictoire? Peter Kazadi, Augustin Kabouya, comment il s'appelle, Chimumbu, non? Parce qu'ils sont venus ici de second couteau, qui n'ont encore pas goûté à la mangeoire. Ceux qui ont le nez et la bouche là dans la mangeoire, tu le vois encore dans des débats contradictoires. Vous parlez de quoi? Pour moi, je suis disposé. Vas-y, m'appelez l'un d'entre eux s'il viendra. Ils sont dans des communications à la télévision, à monologuer, à se regarder le nombril, à se prendre pour le plus fort de la terre. Si on peut me citer les jeunes ici qui arrivent, qui se cherchent encore, qui veulent se positionner, qui chaque fois sont sur un plateau, après ils appellent vieux Manaker. Il va chercher 200 $, mais pas de cela. Ça, lui, est-ce que ces hommes lui-même, quand il parle de cette opposition, quelle est l'idée du Congo qui nous présente? L'idée du Congo qui nous présente, c'est de donner aux députés le moyen d'assurer le frais funéraire aux électeurs. Les assistants sociaux. Mais ça c'est trop grave ça. Si l'opposition fait un petit n'existe pas de majorité ici, en tout cas en termes de projet programmatique pour le Congo, c'est ça sa vision du Congo. Payer. Donc à chaque mois, on donne à un député 10 000 $ pour assurer. C'est ça son idée. Mais il peut se retrouver que devant une opposition à péter, parce que face à une telle majorité, tu réponds quoi? Alors, opposition, face à une telle majorité, il y a une majorité qui pense que le problème des Congolais vont être réglés individuellement. Donc chaque député rentre dans ses circonscriptions, il a dit, amenez-moi tous les morts ici. Il y en a combien ici? Les malades. Amenez-moi tous les morts. Tous ceux qui veulent se marier, venez ici. Venez. Bon, vous êtes à combien? Oh non, nous avons enregistré au jour d'aujourd'hui à Lingala 10 morts. 10 morts. Ok. Ça coûte combien pour le funérail? Bon, on prend une moyenne de 1 000 $. Je donne 10 000 $ aujourd'hui. 4 jours après, on amène encore 10 morts. J'appelle Félix Tshisekedi président. Les 10 000 $ que M. Bolsonaro n'ont pas suffi. Est-ce que je peux le revoir? C'est comme ça qu'une république va se gérer. Une telle majorité. Et cette majorité-là nous traite d'opposition faible. Une majorité creuse. Creuse. Sans aucune vision, aucun programme, aucune compréhension de la République. Creuse. Mais c'est normal qu'ils se plaignent de l'opposition, parce que dans cette situation, l'opposition, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, tout le monde va plaindre.
à une interface. Mais cette interface est de cette qualité-là, de cette médiocre qualité. Très bien, honorable. C'est quoi, moi, finisse? Non, vraiment. Dis-moi un peu. Hein? J'ai entendu des gens dire qu'il n'y a pas de... Et il y a eu une majorité. Majorité pensée, réfléchie. Il n'y en a pas. Et puis quand le chef de l'État fait son discours, là, tout ça blâme. Ah, je dis tous à l'exception de quelques-uns. Tout comme la dernière fois ici, nous étions. Qu'est-ce que c'est ridicule cette majorité d'Union sacrée? Nous sommes là, invités, conviés, les députés provinciaux, tous, plus de 700 députés provinciaux de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la salle du Congrès. Et d'ailleurs, tu sais, ces députés, moi j'ai pitié d'eux. Ils ne sont pas payés régulièrement. Ils accumulent des arriérés par la faute du gouvernement central. Mais tu sais, quel accueil ils ont réservé à Félix Tshisekedi? Peut-être qu'ils attendaient des primes. Hein? Quand Tshisekedi entre dans la salle du Congrès, des papas comme moi, des papas comme moi, pas applaudi. Ils sont excellents. Ils ont fait mieux qu'applaudir. Ils se mettent debout et chantent. Papa, oui, non, mais ça, c'est une majorité, ça. Et pendant ce temps, ils vont nous enlever. Et vous avez fait quoi? J'étais au fond. J'étais au fond. J'ai trouvé le spectacle irréaliste. Que des gens de ce niveau de responsabilité se mettent debout, comme à l'époque de Mobutu, et chantent en chœur, quasiment tous. Papa yé, Nzalesini, papa yé. Alors, honorable. Et lui, quand on rentre, il est content. Oui, vous suivez Mike Mukibala. Abonnez-vous à la TV. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Et puis il s'arrête pas là. Le porte-parole, non, porte-parole, pas le mien, je me reconnais pas dans ce discours qu'il a eu. Il vous a représenté quand même. Bon, mais je ne me reconnais pas. Lui, il monte à la tribune, il demande publiquement qu'on nous donne aussi des jeeps. Mais il réclame la corruption. Ça, c'est la majorité des French Secrets. Il réclame des jeeps. On a de quoi, monsieur? Il dit, donnez-nous aussi, comme vous avez. Mais j'avais appris que des jeeps seront disponibles. Ah, non, vérifie si c'est le cas, dis-le, annonce-le à tes téléspectateurs. Il demande publiquement le jeep. Très bien. Et applaudissements. Très bien. Et il détermine même la marque et le modèle. Quelle marque? La marque Land Cruiser, modèle appelé communément au Congo, donc le Corée de Corée. Alors une majorité corrompue, comme ça, sur la place publique, corrompue. Hein? Et Félix, vraiment, hein, lui encore, lui, de tout point de dire, est-ce qu'il a une opposition? Mais corrompu, une majorité qui le fait chanter lui-même, chef de l'État. Il veut le faire chanter ici pour obtenir la loi d'habilitation. Il a dû dire, hey, exécuter ce que les députés demandent. C'est toi ce qu'ils demandaient non, et qu'ils ont obtenu. 3 mois de monument payé en une fois. 63 000 $. En contrepartie de la concession de la loi d'habilitation pour que le gouvernement lui-même passe dans la place. Au lieu qu'il prolonge l'état de siège lui-même. Lui-même se fait du siège sur lui. Moi j'ai pitié de lui. Il y a une majorité qui le fait chanter. Il sait qu'il faut l'entretenir, cette majorité. Très bien. Et qu'il n'y a pas de il a échoué à faire passer l'idée de la réduction du temps de vie des institutions dans sa majorité. Et encore, il est fier d'être chef de la majorité. Il a échoué à faire passer cette idée. Il a cloné, le gouvernement a refusé, les députés ont refusé. Et encore, est-ce qu'il a une majorité? Est-ce qu'il a une majorité? Est-ce que Félix a une majorité? Un truc hétéroclite, hétérogène, après une majorité. Est-ce qu'il a une majorité? Très bien, honorable. Je vous pose cette question avant. Et cette majorité, quand ils y vont, quand tu les invites, au moins il faut t'assurer que tu vas leur donner du carburant. Et le carburant, c'est au moins 1 000 $. Ça, c'est une majorité. Ça fait partie aussi des invisibles. Ça, c'est une majorité. Au moins 1 000 $. Alors, honorable Mike Mukibala. Sinon, la prochaine réunion, tu les verras. Ne viendront pas. Voilà, l'opposition a pété, mais il y a quand même chaque leader d'opinion qui critique le pouvoir en place, le régime. Félix Antoine Tshisekedi a au moins une plainte ou un mandat d'amener.
J'ai vu hier Lisanga Bonganga qui est accusé de diffamation et propagation de faux bruits. Jimmy Kitenge arrêté. Jean-Marc Kabunda a signé en résidence et surveillé, mais garde toujours à Makala. Il y a, moi également, j'ai un mandat d'amener qui circule. Louis France Kouzikessa, recherché. Et à la suite de ça, sa maman a connu une crise qui l'a amené à la mort. Tout ça, l'opposition est à péter, la presse est à péter, mais quand même on utilise la justice d'une certaine manière contre ceux qui critiquent le pouvoir. Opposition à péter, majorité à vous avez des intimidations. Majorité à Kanyaka et Pona, Kanyaka Namoni. Majorité à Kanyaka Namoni. Vous dites, mon cher frère, mais nous sommes en pleine dérive dictatoriale. En pleine dérive dictatoriale. Vous avez vous-même là égrené les noms ici. Mais la liste est longue. Victime Patrick Lokala, victime Peter Tianier, victime Yves Bouillard, victime Gauthier, victime François Kouzekissa, ainsi de suite. Jusqu'aux politiques, Jean-Marc Kaboum, la plainte contre Lisanga Bonganga, elle ne date pas d'aujourd'hui, c'est une plainte de 2019. Vous subissez des menaces, même si ça ne représente rien pour vous. Qui a été réchauffée cette plainte-là pour besoin de la cause. Nous sommes en pleine dérive dictatoriale. Nous avions une même compréhension avec Félix Tshisekedi et les siens à l'époque que dans une démocratie, il n'existait pas de délit appelé offense au chef de l'État. Dans les démocraties traditionnelles, ces délits-là n'existent pas. Ils n'existent pas. D'abord, pourquoi? Pour une question de principe. La loi, elle doit être générale et impersonnelle. Et non particularisée, individualisée. Donc, il n'y a pas d'infraction liée à un individu. Mais dans la compréhension générale de la démocratie, c'est aussi ça. Vous ne pouvez pas. La même chose que Félix Tshisekedi a combattu. Oui. Donc, nous devions, lui et nous, au jour d'aujourd'hui, cheminer vers l'abolition de ces délits-là. L'abolir carrément. Bon, s'il n'est pas aboli, puisqu'il y a une réforme qui va peut-être prendre beaucoup de temps en rapport avec le code pénal, mais du moins qu'il ait, lui, un engagement solennel, une sorte de rapport qui demande au juge, je ne vous pousse pas à poursuivre la loi. Ça, honorable, il a dit, Maloko et Kotonda, ce qui est Kotonda, et Tonda. Vous comprenez, c'est lui qui a déjà exprimé. Donc vous comprenez que nous sommes en pleine dérive dictatoriale. Ce qui mais dans l'entretemps, vous avez vu un autre individu ici, vous appelez comment là? Jules Ménière, qui s'est rendu coupable de délits aussi graves. Appel à la haine, incitation à la haine, appel au meurtre. Allez, mettez-vous dans les rues, allez me rechercher tout cela au LONI. Ce qui est grave, son appel a même été suivi des faits. Les noms de jeunes gens, notamment de l'UDPS, ont débarqué à Bandol, on machette à la main, recherchant les individus au LONI. Le temps de se mettre un peu au vert, une des semaines que l'affaire se tasse, nous avons oublié, il est libre. Il s'affiche même dans les manifestations. La plus belle, hein? Oui, vous vous rendez compte un peu combien c'est montant de Congolais. Et pendant ce temps, quand il s'agit de Patrick Boukola, il a exagéré, c'est la justice qui fait son travail. Celui-là, non. Donc nous sommes dans un Congo à deux vitesses. Le Congo de nous autres, toi local, moi, de millions de Congolais qui souffrent chaque jour, ceux-là, c'est du bois à rassembler pour le chauffage. Très bien. Alors, il y a de l'autre côté le Congolais, des intouchables, union sacrée. Ceux-là, ils ont le droit d'insulter, de détourner. Ils sont intouchables. Ils sont intouchables. C'est ça la triste réalité. Et au jour d'aujourd'hui, je suis profondément touché par ce qui est arrivé à l'UFRANS, la disparition de ses mamans. De sa maman, c'est dur. J'ai eu très mal. Je ne peux que compatir, c'est tout ce que je peux apporter à l'UFRANS. Je ne sais faire rien d'autre, j'aurais bien aimé. Je ne sais pas avoir quelle puissance pour faire. Je ne sais pas pour lui, mais je ne peux pas, je ne peux que compatir et demander à Dieu de le consoler lui et toute sa famille. Voilà à quoi ces gens ont amené la famille de l'UFRANS. C'est très grave ça. Et ils sont insouciants, hein. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Le lait leur a monté à la tête. C'est l'ivresse du lait. Mais ça va passer trop vite que c'est arrivé. Très bien. Ça va passer, je l'ai dit, ça va passer, monsieur. Vous allez vous retrouver demain dégarni, individu simple comme moi.
sans aucune personne dans votre entourage rapproché. Personne. Même pas Sora qui fait au jour d'aujourd'hui avec vous. Ça passe si vite. Je comprends ce qui arrive. C'est des gens aveuglés. Ils jouissent. Ils se préoccupent très peu du lendemain. Le lendemain les rattrapera. Et vous payerez. Très bien. Voilà. On aborde le tout dernier sujet. On a 5 minutes pour ça. Honorable Mike Mukeba, on est allé un peu au-delà du temps prévu par notre réalisateur. Il s'agit de l'affaire budget 2023. On avance des chiffres tels que on a des prévisions d'à peu près 14 milliards 600 millions. Bon, c'est bon si le budget de la République a fait un bond en avant. Bon, j'ai des visions historiques. Moi, je ne pourrais que m'en féliciter, mais je voudrais d'abord être rassuré qu'effectivement le budget 2022 a atteint les chiffres de 11 milliards de dollars. Je voudrais me rassurer. Donc je le verrai à travers la réduction de compte. A promis mise en place d'un collectif budgétaire pour la loi rectificative. S'il y a déjà une loi rectificative qui est un collectif budgétaire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est allé au-delà ou en deçà. Mais je confonds que ce soit en deçà. Parce que il a dit en prévision de ce que le budget 2023 nous donne comme chiffre de 14 milliards. Oui. Et de ça, il a parlé des recettes qui ont augmenté avec les... Moi, c'est ça que je dis, je ne peux qu'applaudir. Si les recettes augmentent, je ne peux qu'applaudir, mais je veux voir ça concrètement. C'est pourquoi j'attends la réduction de compte 2022. C'est à travers la réduction de compte que vous pouvez vous faire un jugement. À ce stade, je ne sais pas me faire un jugement, et donc je ne peux pas me projeter sur les 14 milliards. Avant de faire cette projection, je dois voir d'abord qu'en 2022, ils ont effectivement atteint les 11 milliards. Je ne sais pas si nous comprenons. Ouais. Et là que la réduction de compte, mais déjà s'il y a un collectif budgétaire, ce que je me pose de questions, c'est au-delà ou en deçà. Ce qu'il y a à rectifier. Alors je vais voir ces rectificatifs-là et attendre la réduction des comptes, voir si ce budget a atteint les 11 milliards et comment les 11 milliards ont été dépensés. Et ensuite, je pourrais donner un avis sur les projections de 2023. Après, ça verrait un point positif quand même pour le gouvernement de Warrior cette fois-là. Mais si le point positif, il est là. Mais j'attends. Je n'ai pas encore entre les mains ce point positif. J'ai appris que les recettes de la DGI, à un moment donné, ont atteint des chiffres records. Je ne sais pas, il y a eu un mois où ils sont arrivés, je crois, à 1 milliard, je crois, quelque chose comme ça de francs. Mais d'autres ont essayé de relativiser cette augmentation en disant que certaines exploitations minières qui avaient commencé depuis un certain temps commençaient à produire au jour d'aujourd'hui, que ce n'était pas un effort particulier dans l'assainissement des finances publiques. Et donc j'attends, avec cette explication-là, et la reddition de comptes, je verrai. On a parlé de 2, 3 compagnies, 4 compagnies, qui n'avaient pas encore commencé, parce que vous savez, l'exploitation minière prend du temps, de l'investissement à la réalité de la production. C'est des années. Le temps d'acheminer les machines, de les installer, ainsi de suite, c'est que vous vous installez peut-être au pays au jour de Jussi Félix, mais c'est dans les 5 ans sous un autre chef d'État que la première production tombe. Alors ça a coïncidé avec lui que ces productions ont commencé à tomber. Est-ce que c'est simplement cela? Mais c'est une autre explication qui a été donnée. Mais nous verrons bien clair dans tout cela lorsque la reddition de comptes sera présentée. Mais l'autre question aussi, ce n'est pas seulement à chaque fois de ces tellement qu'il y a eu augmentation. L'autre question, elle est fondamentale, et d'ailleurs Moïse Katumbi Chapé en a toujours fait son cheval de bataille, c'est la question de la justice distributive, de la justice sociale. Ces revenus, comment il est réparti? C'est ça le problème. Comment il est réparti? Sinon, ça ne sert à rien d'applaudir qu'il y a augmentation. Si c'est pour que le député touche 21 000 $, pendant que le dernier des Congolais qui perd son pouvoir d'achat tous les jours est à 70 000 francs, à 100 000, à 200 000 francs. Pendant que dans l'armée, tu ne peux pas retrouver, tu peux pas trouver ou retrouver une solde au-delà de 300 $. Très bien. Au plus haut niveau de l'armée. Très bien. La répartition doit être équitable. C'est aussi une autre question fondamentale, aussi fondamentale que ces combats auxquels ils sont en train de se livrer pour arriver à l'augmentation des recettes. La répartition de ces recettes. Si ces recettes augmentent pour servir une caste
Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Merci beaucoup, honorable Mike Mkebaï, mais je ne peux pas finir cette émission sans vous poser une question sur les quelques tournées que j'observe. Adolphe Mouzitou et à l'intérieur. Adolphe Mouzitou est allé visiter les bâtiments qu'il a construits là-bas. Entre-temps, il y a les Teke et les Yaka. Il a construit des bâtiments pour abriter de nouvel élan. Parce que lui, il croit qu'un parti politique, c'est des bâtiments qu'il est en train de construire. Il faut quand même connaître des sièges assez honorables. On a vu Katumbi à peine lancer le parti. Il a inauguré un grand siège à Lubumbashi. Il n'y avait pas de mal pour ça. Mais vous inaugurez un siège, c'est un siège, c'est un QG général pour le parti. Mais vous ne commencez pas à implanter des bâtiments partout à la fois. On va pas loger les sièges des partis dans des cases quand même. Non, je vous dis ceci, je comprends, j'essaye de réfléchir. Un parti politique, ce n'est pas des maisons à implanter, c'est des hommes qui doivent animer les structures. Mais il a des hommes. Il a des hommes. C'est la question que je me pose. Je fais juste cette nuance. Ce n'est pas des bâtiments. Vous allez construire des bâtiments qui vont rester inoccupés. Parce que vous savez déjà que quand vous construisez des bâtiments, que vous devez là-dedans avoir des animateurs, appelés généralement des permanents. Alors ce permanent, il faut l'assurer un minimum. Si vous avez un permanent dans chaque localité, ça vous fait combien? Donc ça signifie que ces bâtiments ne signifient pas, ne veulent pas dire que forcément le parti marche. Très bien. Vous savez, c'est un peu ça. Pour inaugurer la route Kananga-Kalamba-Mbujimaï, mais entre-temps, il n'est pas passé par Kwamutu, là où nos compatriotes Teke et Yaka s'entretuent. J'ai vu les allures quand même d'une population en liesse, mais on a oublié qu'à Kwamutu, il y a des Congolais qui s'entretuent. Quelle est la route qu'il est allé inaugurer? J'ai pas bien vu. Kalamba-Mbujima, ça va relier avec l'Angola. C'est combien de kilomètres? 256 km. Asphalté? Dans 2 ans, ça le sera. Ah, merci beaucoup. Alors là, c'est en piste. C'est interbattu. Je ne sais pas, mais dans 2 ans, ça sera opérationnel. Ah ben alors, nous attendons les 2 années. Pour le reste, c'est de la propagande, je ne réponds pas. Mais ce qui me choque, c'est qu'il n'ait pas... Passer par Kwamutu, là où le Yaka, les Teke s'entretuent. De consoler le compatriote dans le Grand Bandundu. Je le connais prompt à prendre son avion et aller plus loin, à 8 km d'ici. Mais quand il s'agit de ses compatriotes ici, et je n'ai pas entendu non plus. Bon, les officiels, le ministre de l'Intérieur étaient descendus à accompagner. Mais lui, je ne l'ai même pas entendu. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas suivi. Je n'ai pas entendu parler, appeler au calme, présenter ses condoléances aux familles. Il s'est fait représenter par le... Non, je dis, lui, je ne l'ai pas entendu. Sinon, tu peux toujours me reprendre. Je n'ai pas entendu se prononcer là-dessus. La règle ne change pas, je ne réponds pas toujours aux questions. Ah, merci beaucoup. Dernière tournée, la tournée Amani de Vital Kamerhe. Il est arrivé aujourd'hui à Goma. Donc je trouve ça drôle. Nous, les opposants, nous nous en plaignons déjà. Régulièrement, les manifestations sont interdites. Le maire a même dit que les manifestants dispersés ne sont pas autorisés à Goma. Les manifestations... une forte mobilisation à l'aéroport. Les manifestations dispersées brutalement. Mais j'y comprends rien. Maintenant, ils se mettent des bâtons entre eux dans la majorité. J'y comprends rien. J'y comprends rien. Ils se mettent des bâtons entre eux dans la majorité. J'y comprends rien. Nous, on s'en plaint. On est victimes. On a déjà interdit ensemble de circuler, d'organiser des manifestations librement. Ah, vous ne savez pas ce qu'il a vécu, le pauvre Katumbi, quand il a fallu prendre son avion pour descendre à Goma. C'est tout simplement parce que c'est un homme discret. Il ne l'a pas dénoncé tout haut. Il a pris 2 heures avant de quitter Luano. Quand il était allé remettre de dons au Goma Tracé. 2 heures avant de quitter Luano. Il attendait l'autorisation. 2 heures. Je te le dis au jour d'aujourd'hui. Alors là, je suis surpris, c'est Kamerhe qui est frappé. Je ne sais pas ce qui se passe. Le prochain, c'est Moïse Katumbi qui va faire ce truc. Je n'y comprends rien. Il y a quelques temps ici, pas si longtemps que ça, Modé Sebahati a tenu un meeting à Goma, non? Là, les autorités ne s'étaient pas rappelé que Goma était sous état de siège. Il n'y a pas si longtemps, Goma ici. Un meeting d'ailleurs qui a conduit à de graves incidents jusqu'à mort d'homme. C'est lui qui a appelé au départ précipité des Nations Unies.
Lui qui est président d'une institution, plutôt que de le dire au Sénat, il est allé chauffer à bois le Gomatassia. Et il y a eu des morts par la suite. C'est tout sous état de siège ici, non? Je ne comprends rien, je ne comprends rien. Et puis quand une manifestation est annoncée, prenez le temps de répondre à l'intéressé. Pourquoi vous attendez la veille ou l'avant-veille pour le lui faire savoir? Cette manifestation était connue, annoncée, bien longtemps avant. Bon, ben écoute, je suis très gêné, très embarrassé en même temps, que ça leur arrive à eux-mêmes. Très gêné. Merci. Donc ça m'a très remercié. Nous sommes à la fin. Dernier mot. Bon, dernier mot, c'est que la population a perdu espoir. J'appelle le Congolais à garder espoir. C'est le minimum, je l'ai toujours dit. Qu'on ne prenne tout, mais ne comprenne pas notre foi dans un Congo nouveau. Un Congo nouveau est possible, nous y travaillons. Très bien. Dans le cadre d'Ensemble pour la République. Et je voulais, je ne sais pas si je serai assez entendu, je voulais appeler la classe politique à ne pas ouvrir la porte à ces gens-là qui ont commencé par le PPRD. J'appelle la classe politique à nous. Kamba. Oui. Je regrette que le PPRD ait reçu ces gens-là. Ils n'ont aucune qualité et ils travaillent pour un régime. Donc ce n'est pas à eux que vous pouvez trouver une solution. De toute façon, il n'y a pas à discuter du procès électoral. Il n'y a pas à discuter. Il y a à le mettre en œuvre. Vous le mettez en œuvre ou pas. Si vous ne le mettez pas en œuvre, le mal venu nous tirera les conséquences. Il n'y a pas de discuter. Ils ont quel pouvoir, ils ont quoi, ils vont... Non. Le mettre en œuvre de quelque manière que ce soit. Mettez-le en œuvre, je ne dis pas de quelque manière que ce soit, mettez-le en œuvre. Voilà, point barre. Merci beaucoup, honorable. Ce sont des pêcheurs à nos troubles, ceux-là. Des pêcheurs à nos troubles. Nous avons vu ce qu'ils ont fait ici. Même la désignation du président de la CENI, on sait qu'il n'y a pas une seule once d'intégrité chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont d'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont d'homme de Dieu? Ah, leur petite chapelle à fidèle là. Qu'est-ce qu'ils ont d'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont d'homme de Dieu? Réellement. Tu as appris ce qui s'est passé, corruption, ainsi de suite. Corruption. Et moi, je suis un homme informé. Je sais. Pourquoi je pas? Je sais. Alors, vous encore, au jour d'aujourd'hui, vous allez me crédibiliser. Non. J'appelle ceux-là qui partagent de mauvaises idées avec moi. De parler ouvrir la porte. Pas du tout. De toute façon, ils n'ont pas de lumière à apporter. Ils viennent en fait sonder les gens pour aller aider leur patron à bien préparer son coup à 2023. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. Ils viennent un peu sonder, prendre la température des autres, et ils vont aller soumettre ça au patron pour qu'il fasse son coup. Merci beaucoup, honorable Mike Mukebai. Ça m'intéresse. Voilà, j'ai recevé pour vous l'honorable Mike Mukebai, élu de Lingwala dans la ville de Kinshasa. C'est avec lui que nous avons abordé toutes ces questions d'actualité. Si vous avez apprécié l'émission, abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos. J'ai été réalisé par le maestro Derrick Lunkeba. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à très vite dans un tout nouveau numéro. Merci beaucoup.